Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la protection de la nature dans les Vosges et plus particulièrement la protection de l'eau. Dans ce département, pourtant réputé pour cette ressource naturelle précieuse, véritable bien commun, des menaces sérieuses pèsent tant sur la qualité que la quantité de l'eau. Nous sommes avec le président de l'association Vosges Nature Environnement. Okay, bonjour, bienvenue à Vosges Nature Environnement. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Jean-François Fleck, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, ici dans les Vosges. Jean-François Fleck, l'association Vosges Nature Environnement que vous présidez a malheureusement, on peut dire malheureusement, une actualité assez chargée. On n'aura pas le temps de tout voir au cours de cette émission, mais vous avez souhaité mettre l'accent sur deux dossiers actuellement qui vous tiennent à cœur. C'est d'une part la situation de la rivière la Cleurie et d'autre part ce que l'on pourrait appeler le dossier Nestlé. On va commencer tout de suite avec vous, Jean-François Fleck, par la rivière la Cleurie. Quel est le problème ? Le problème de la rivière la Cleurie, c'est qu'elle fait l'objet maintenant depuis au moins 2 décennies d'intenses pollutions industrielles dues à l'activité des blanchisseurs au Bayard, tout près de Gérardmer. Où se situe précisément cette rivière ? Alors, la Cleurie, c'est donc un affluent de la Moselotte qui se jette ensuite dans la Moselle et elle démarre un peu en aval du lac de Gérardmer, dans la vallée de la Cleurie. Et ces entreprises fabriquent quoi ? Alors, ces entreprises sont des entreprises d'ennoblissement textile. C'est-à-dire qu'elles reçoivent des tissus. On va voir que c'est là d'où vient le problème, des tissus d'importation fournis par des donneurs d'ordre, de manière à les nettoyer, les blanchir, les teindre et ensuite donc les rendre pour la confection aux donneurs d'ordre. Et qu'est-ce qui pollue précisément ? Alors, ce qui le pollue, il y a plusieurs substances, mais ce qui était mis en évidence de manière importante en 2011, ce sont les pesticides, et notamment un pesticide particulier, le glyphosate, avec son dérivé l'AMPA. Et en 2011 était connue cette pollution, puisque l'agence de l'eau a fait des prélèvements dans la Cleurie. Mais nous, association, Vosges Nature, on s'en est aperçu seulement en 2014, lors de la publication par le Conseil général de développement durable de l'état des lieux national, avec, pour l'Est de la France, un point noir, le point le plus pollué, qui était donc au cœur des Vosges. On a cherché d'où ça pouvait venir, et là, on a vu que ça venait donc des blanchisseurs. Et a commencé à partir de là. C'est un comble que l'activité de blanchisseur. Voilà, c'était pas le blanchiment de la rivière. Donc à partir de là, on a interpellé bien sûr les services de l'État, l'Adréal, qui a fini par reconnaître qu'effectivement, il y avait eu des analyses par l'agence de l'eau transmises à l'industriel et au service de l'État dès 2011, mais que personne ne s'en était inquiété. Mais ça veut donc dire, Jean-François Fleck, que si votre association Vosges Nature Environnement n'avait pas ou ne prenait pas ce dossier en main, eh bien, ces industriels continueraient aujourd'hui à polluer la rivière. Mais ils continuent aujourd'hui, bien qu'on évoque le problème depuis 2014, en toute impunité et je dirais en toute légalité, puisque les doses de glyphosate et d'AMPA trouvées dans la rivière, bien qu'elles soient dans des proportions largement supérieures à ce qu'on peut trouver en France dans les rivières, de l'ordre au sud de Gérardmer, au Bayard, de 65 microgrammes par litre de concentration d'AMPA, alors que les pesticides, les rivières les plus concentrées, c'est de l'ordre de quelques microgrammes.
Donc c'est 10 fois plus pollué que les rivières les plus polluées de France. Et pour autant, vous disiez que c'est en toute légalité, c'est-à-dire? L'égalité dans le sens où les taux retrouvés dans l'eau sont considérés comme n'affectant pas la qualité du milieu. Mais c'est une norme réglementaire. Voilà, c'est une norme de qualité environnementale qui est définie à la fois pour l'AMPA et à la fois pour le glyphosate. Mais en réalité, c'est assez simple de rendre une concentration de pesticides réglementaire. Il suffit tout simplement Absolument, d'augmenter la norme. absolument. Dès lors qu'on fixe des normes sur la base d'études qui ont été faites dans des conditions que l'on connaît avec Monsanto, où on a étudié que le principe actif, mais pas la molécule commerciale, et qu'on sait que les coformulants, c'est-à-dire les adjuvants du produit, sont bien plus toxiques encore que le principe actif, on peut imaginer que réunis dans la rivière, les coformulants plus le glyphosate plus l'AMPA, ça puisse être un cocktail qui soit quand même préjudiciable à la faune et à la flore de Alors cette rivière. précisément, est-ce que cet impact négatif sur la faune et la flore est visible aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il n'est pas visible au moins certainement au niveau de la population de poissons à la sortie des stations d'épuration. Je pense qu'il ne doit pas y avoir grand-chose, surtout en période d'étiage où le débit de la rivière, c'est le débit de la station d'épuration quasiment, tellement on est dans un rue, on n'est pas dans une rivière. Et donc, par contre, après les choses, l'eau, forcément, les polluants sont dilués par les affluents, les concentrations diminuent, et c'est difficile de mesurer, il faut des études plus précises, et c'est ce qu'on a obtenu récemment avec l'Agence de l'eau, de mettre en place pendant 3 mois des mollusques, des crustacés, pour voir s'il y a accumulation de pollution. Donc, vous servez en fait de Parce ces, qu'on de peut ces avoir, crustacés on peut très bien avoir une bonne population piscicole, surtout si on réalvine. C'est souvent la politique des associations. artificiellement on réimplante du poisson. Et sans pour autant qu'il soit consommable. Il y a des rivières en France où le poisson n'est pas consommable, alors qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il est pas en bon état. Cette rivière, la Cleurie, Jean-François Fleck, est-ce que aujourd'hui on peut quand même s'étonner qu'avec la réglementation à la fois européenne, internationale, française surtout, et des instances comme l'Agence régionale de l'eau, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse par exemple, mais aussi l'Adréal, vous l'évoquiez, et puis à la tête de tout ça bien sûr le préfet, j'ai envie de dire mais que fait la police? Mais justement, les industriels, eux, se défendent en disant mais c'est pas nous, c'est pas de notre faute. Nous, on n'utilise pas de pesticides dans notre process industriel. C'est dans les tissus qu'on importe, et il n'y a pas de réglementation qui l'interdise. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, vous voyez? Alors, est-ce qu'il n'y a pas de... J'imagine que vous avez peut-être rencontré les dirigeants de ces entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas une attitude, je dirais, humaniste, responsable de ces gens-là concernant l'état de l'environnement et donc forcément aussi l'impact sur la population locale? Alors, les dirigeants ne nient pas les faits, ils constatent avec nous, ils en sont désolés, mais pour eux, ils respectent la loi. Et deuxièmement, il y a bien des solutions. Les solutions, on les connaît. Il est possible de mettre en place des filtrations complémentaires au niveau des stations d'épuration pour éliminer ces pesticides. Seulement, si les investissements peuvent être financés par différents partenaires, le coût de fonctionnement, selon les industriels, serait trop élevé pour ne pas mettre en péril leur activité économique. Donc, pour l'instant, on est dans l'impasse. Et pas de posture responsable donc, de la part de ces dirigeants. Du moment que c'est réglementaire, l'État nous dit c'est réglementaire. Donc, il n'enfreigne pas la loi. Et deuxièmement, les impacts sur le milieu ne sont pas avérés. Donc, on n'a pas de moyens d'action. Alors, précisément, aujourd'hui, que fait Vosges Nature Environnement dans ce dossier? Alors là, on a donc procédé nous-mêmes à des analyses dans les rejets l'an dernier, qui ont mis en évidence, alors là, des taux extraordinaires d'AMPA et de glyphosate, pour bien montrer que ce qui restait dans l'eau, ça venait bien des rejets, d'une part. Mais et là, comme on est à nouveau dans l'impasse et dans l'attente d'une nouvelle expérience de terrain, concentration, qui donnera les résultats qu'elle donnera, on a un projet qui est de faire analyser les tissus importés. Parce que vous avez peut-être vu l'émission sur le coton qui est passée samedi sur France 2, qui montre les ravages en matière de pesticides sur les populations locales et l'environnement en Inde. Et on sait qu'il y a plusieurs pesticides et substances toxiques, voire interdites en Europe, qui sont utilisés là-bas. Donc on est susceptible de retrouver dans les tissus, au-delà du glyphosate et de l'AMPA, qui viennent des cultures OGM bien connues. Et si on retrouve des substances interdites, là, le préfet sera obligé de réagir.
Oui, mais est-ce que ce ne serait pas au préfet de, Ah mais non, de non, prendre non, les non. devants, tout simplement? Mais bien sûr que non, parce que le préfet nous dit mais ils respectent la loi, ces braves gens, il n'y a pas de problème. Et donc c'est la politique de l'autruche. D'ailleurs voulue par les industriels, ils nous l'ont dit carrément, nous on ne veut pas savoir. Parce que si on fait des analyses, on va trouver. Donc après on sera obligé d'agir. En même temps, Jean-François Fleck, on peut aussi s'étonner de l'importation finalement d'une forme d'esclavage, parce que on a l'interdiction en France, par exemple, de fabriquer des vêtements en utilisant des enfants, mais on importe des tissus qui sont fabriqués ailleurs dans le monde, fabriqués par des enfants. Voilà, c'est tout le problème de la mondialisation de l'économie et puis du dumping social et environnemental, avec donc une hypocrisie des pays en développement. Et puis, bon, le flatteur enfin, le consommateur, pardon, qui est flatté dans le sens pouvoir acheter le prix le plus bas. Et donc, on mesure aujourd'hui l'effet boomerang. On a réussi à interdire les OGM chez nous, mais ils nous reviennent par la fenêtre à travers ces importations. Ce dossier, Jean-François Fleck, c'est donc, on le rappelle, la rivière Cleury. Rappelez-nous le nom des industriels concernés. Donc, les blanchisseurs à Gérardmer, ce sont 3 entreprises. L'entreprise Crouvesier, l'entreprise Doridan et l'entreprise Parmentla. Voilà, ça, c'est fait. Vue de la Lune ou de Jupiter, de tout là-haut, y a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau, c'est de l'eau. Dans les rivières et dans les étangs, petites mares et grands océans. Tous les lacs, les torrents, les ruisseaux, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Quelle que soit la couleur des nuages, jour de pluie, de neige ou d'orage, tous les caprices de la météo, c'est de l'eau. La rosée sur les herbes et les fleurs, la nature et ses 1000 couleurs, le grand chêne et le petit roseau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots sur les flots, tous à bord du même bateau, hissé haut. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Grain de raisin et puis grain de blé, le pain, le vin, les fruits et le lait, l'écureuil, le cheval et l'oiseau, c'est de l'eau. Le sang pur qui coule dans nos veines, la sueur quand on court à perdre haleine, tout notre corps, la chair et les os, Durablement vôtre, Éric Mutschler. c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau, et nous sommes matelots sur les flots, tous à bord du même bateau, hissé haut, c'est de l'eau. Deuxième sujet que vous avez souhaité aborder, Jean-François Fleck, président de l'association Vosges Nature et Environnement, après la situation que l'on vient d'évoquer de la rivière la Cleury, toujours dans les Vosges. Cette fois-ci, la problématique des captages d'eau potable. Oui, alors les captages d'eau potable au niveau de notre association, ils nous préoccupent à 2 niveaux. D'une part, le niveau qualitatif, avec bien sûr toujours la problématique pesticides, entre autres, en ligne de mire. Et puis un problème quantitatif dans l'ouest vosgien avec le déficit chronique de la nappe des GTI, des grès du Trias inférieur, pour être précis, qui dans ce secteur présente un déficit depuis plusieurs décennies, depuis les années 75, on l'a constaté, entre 1 à 2 millions de mètres cubes par an. Donc vous imaginez bien que c'est une situation qui ne pouvait plus durer.
Et les agences de l'eau, aussi bien Rameuse que Rhône Méditerranée Corse, ont imposé la mise en place d'un SAGE, un schéma d'aménagement de gestion des eaux, pour élaborer une stratégie qui vise à retrouver l'équilibre pour cette nappe. C'est-à-dire, si je vous suis bien, Jean-François Fleck, il y a un manque d'eau et une surconsommation d'eau. Il n'y a pas tant un manque d'eau qu'une surexploitation des nappes existantes, et notamment une surexploitation industrielle. Parce que sur les consommations, les prélèvements faits dans cette nappe, 47% sont faits par les industriels, à la fois Nestlé Water et la fromagerie L'Hermitage. Alors nous, on fait une distinction entre les deux unités industrielles, l'une utilisant l'eau pour apporter de la valeur ajoutée à un produit transformé, l'autre étant simplement pour commercialiser la ressource directement. Mais là encore, Jean-François Fleck, comme tout à l'heure pour la rivière La Cleurie, il y a des instances, vous citiez à l'instant les agences régionales de l'eau, j'imagine que dans ces dossiers-là, l'agence régionale de santé également intervient. Ces instances-là, nationales, n'ont pas les moyens, n'ont pas les capacités de régler le problème. C'est à vous, en tant qu'association, en l'occurrence Vosges Nature Environnement, d'agir. C'est-à-dire que nous n'agissons pas seuls au niveau de cette problématique, à savoir que qui dit mise en place d'un SAGE, mis en place d'une commission locale de l'eau, dans laquelle se retrouvent l'ensemble des partenaires, que ce soit services de l'État, que ce soit collectivités, que ce soit associations, industriels, etc. Agriculteurs aussi, j'imagine. Oui. Et c'est cette structure qui est chargée de l'élaboration d'une stratégie pour trouver des solutions. Ce n'est pas un partenaire. Bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et c'est là que commencent les problèmes, le SAGE a désigné comme structure porteuse, chargée de la communication, de l'information, de la maîtrise d'ouvrage, la Vigie de l'eau, une association. Que nous avons rencontré récemment dans l'émission du Et Rapport. c'est une exception en France, c'est le seul cas qu'on connaisse où une association est chargée de ce type de dossier. En général, c'est toujours des assemblées d'élus. C'est pas un hasard si c'est la Vigie de l'eau qui est chargée du dossier. À Épinal. Non, Vitel. À Vitel, pardon. Dans la mesure où cette association, elle est née de personnes qui sont directement liées à Nestlé. Et aujourd'hui, l'entreprise Nestlé. Et cette association est présidée par Bernard Pruvot, un cadre international de Nestlé, donc employeur des personnes chargées de l'élaboration de la stratégie. Alors je crois que c'est le troisième dossier, on en reparlera tout à l'heure, mais vous voyez déjà le contexte. Ensuite, il y a, selon nous, une responsabilité importante de l'État, dans le sens où en 2001, un arrêté du préfet limite les prélèvements Nestlé à 1 million de mètres cubes par an, alors qu'avant ils étaient supérieurs, alors que l'État connaissait à ce moment-là les déficits déjà entre 1 million et 1,5 million. Ça veut dire qu'il donnait un blanc-seing à Nestlé à travers ces prélèvements, d'un déficit chronique, d'un épuisement de la nappe. Et il faut savoir que concrètement, entre 92, la date à laquelle est arrivé Nestlé, et maintenant, le déficit s'est creusé de 30 et quelques millions de mètres cubes pour des prélèvements de Nestlé de 26 millions, etc. Ce qui veut dire que Nestlé est directement responsable de 82% du déficit de cette nappe depuis 92. C'est quand même pas anodin. On commence à comprendre l'enjeu. Se pose également, Jean-François Fleck, la question de l'épandage des pesticides. Alors, les pesticides, dans cette problématique-là, pas vraiment dans le sens où il faut préciser que Nestlé prélève dans cette nappe à une grande profondeur. C'est une nappe protégée. Donc, il n'y a pas de pollution anthropique directe. Par contre, Nestlé pompe également. Alors ça, c'est pour embouteiller une eau qui s'appelle Bonne Source, vendue uniquement à l'exportation dans la nappe des GTI. Mais à côté de cela, au-dessus, plus superficiellement, Nestlé exploite en première couche Épar et en deuxième couche les calcaires du Michel Calque pour Contrex et Grande Source. Donc vous voyez, 3 niveaux d'exploitation. Le niveau qui nous préoccupe, c'est bien sûr la nappe des GTI, mais tout est lié parce que c'est un ensemble de masses d'eau sur le secteur. Et la deuxième qu'on vient de citer, les calcaires du Michel Calque, Vitel, Grande Source et Contrex, peut représenter une alternative de prélèvement pour les collectivités locales, Vitel, Contrex,
qui pompent eux aussi dans la nappe des GTI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise comme Nestlé, finalement, si je vous suis bien, Jean-François Fleck, épuise la nappe pour à la fois l'exportation, pour ses ventes, et risque de mettre en péril, finalement, et porte atteinte à la consommation locale. Mais bien sûr, dans la mesure où on ne stopperait pas ce déficit, on arriverait rapidement à un dénoyage des pompes et surtout à une transformation de la qualité de cette eau par mélange avec des nappes voisines et donc une surminéralisation qui la rendrait impropre à la consommation. Donc c'est une situation très préoccupante. Est-ce que la population vosgienne, ou en tout cas la population concernée par ces zones de captage, Jean-François Fleck, sont informés de la situation? Plus ou moins. Pour l'instant, bon, bien sûr, on a médiatisé un peu ce dossier, mais il faut voir qu'aujourd'hui, la stratégie qui est envisagée par la Commission locale de l'eau depuis 2016, à laquelle nous nous sommes opposés, les 4 associations, ASVPP, Oiseaux Nature, les consommateurs, UFC Que Choisir et Vosges Nature Environnement. Et la stratégie qui est retenue, c'est de dire, sous la pression du préfet qui a donné une consigne en 2009, on ne touche pas aux industriels. Ben, dès lors qu'on continue à autoriser les industriels à prélever ce qu'ils prélèvent, où est-ce qu'on, à part quelques économies, où est-ce qu'on peut, comment on peut résoudre le déficit en allant chercher de l'eau ailleurs. Donc c'est la stratégie qui est envisagée, d'aller chercher de l'eau à des 10 ou 20 km pour les ramener sur Vittel-Contrex pour alimenter les populations locales, pour laisser la priorité à Nestlé de l'usage de cette nappe. On peut d'ailleurs imaginer que cette nappe ne sera pas infinie et qu'une fois qu'elle sera totalement épuisée, évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On peut imaginer que Nestlé a cherché de l'eau ailleurs. Bah, je pense que si on arrivait à l'épuisement, Nestlé ferait comme il fait partout. C'est-à-dire que son objectif, c'est de s'accaparer à travers le monde les masses d'eau disponibles, d'en tirer un profit maximum et de s'en aller quand c'est fini. Et si possible, rendre l'eau privative. Voilà, absolument. Hein, c'est donc... c'est ça qu'on combat aussi, nous, en priorité, c'est qu'on défend le fait que cette nappe, c'est un bien commun et que la priorité d'usage, c'est bien l'alimentation en eau potable des populations locales. Vous citiez tout à l'heure l'attitude du préfet dans ce dossier, Jean-François Fleck, de la même manière que tout à l'heure, vous citiez également le préfet dans l'affaire de la rivière La Cleurie. Le préfet, évidemment, le représentant de l'État au niveau du département, en l'occurrence. On est très loin du rôle protecteur de l'État, en l'occurrence. Oui, mais vous savez qu'il y a, malheureusement, il y a quelque chose qui est au-dessus de tout dans notre société, dans notre mode de fonctionnement, c'est l'argent et l'économie. Donc, dès lors que Nestlé est un pourvoyeur d'emploi important sur ce secteur de l'Ouest vosgien, dans le contexte économique difficile qu'on connaît, le mot d'ordre politique, que ce soit venant des hautes sphères de l'État à travers le préfet, ou que ce soit par la bouche même des élus locaux, surtout, non, on ne touche pas à l'entreprise locale. En même temps, Jean-François Fleck, on n'est plus dans l'économie là. On est dans de l'accaparement financier au profit de quelques-uns. On est à l'opposé de l'économie qui on est dans le type d'économie que développent bien sûr des multinationales, toujours plus de profit au détriment des hommes et de l'environnement, c'est clair. Mais localement, dès lors que vous avez quelques centaines d'emplois, les populations locales ainsi que les élus craignent sous la pression du chantage économique par l'industriel. À savoir que à l'origine, il y avait 4000 emplois sur le secteur pour les eaux minérales. Aujourd'hui, on en est à moins 2000. Et l'objectif de Nestlé, c'est de les réduire petit à petit parce qu'ils investissent dans l'automatisation. Et donc, leur stratégie et leur intérêt financier, c'est d'embouteiller un maximum avec le minimum de monde. Donc, on tarit la nappe et on tarit l'économie locale. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier, ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier, ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous avons vaincu nos frères,
nous avons pillé leurs terres, nous nous sommes déployés. Abattu des millions d'arbres, sans remords ni palabres, des forêts entières de papier. Pour l'Empire nous travaillons, nous nous avilissons pour quelques bouts de pain. Et pour lui, nous croisons le fer, comme nos parents naguère, comme nos enfants demain. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous nous sommes trouvés un dieu d'or noir et de feu, de bronze et de papier. Nous lui avons dédié des temples, sacrifiés pour l'exemple, ceux qui n'avaient pas de papier. Nous avons, quand vint l'hiver, écrit sur des billets verts que Dieu protège l'empire. Jusqu'aux épines des roses, donner un prix à chaque chose, même à l'air que l'on respire. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. On a bien compris, Jean-François Fleck, président de Vosges Nature Environnement, une forme de pillage d'une ressource naturelle qu'est en train de mettre en place l'entreprise Nestlé. C'est-à-dire que, de fait, on se rend compte que Nestlé, même s'ils n'ont pas le monopole, ils ont quand même une certaine priorité d'usage de la nappe des calcaires du Michel Calque que j'évoquais tout à l'heure avec Grande Source et Contrex. Et puis là, d'après la stratégie qui se dessine, ils auraient encore la priorité d'usage ou de prélèvement pour la nappe des GTI. Ça fait quand même un peu beaucoup. Nappe GTI. Nappe des grès du Trias inférieur. Donc c'est la plus basse. C'est la plus basse, c'est une eau de grande qualité qui se déplace à la vitesse d'1 mètre par an dans le grès, donc vous voyez. Et ce qui est quand même à dénoncer, c'est que d'un côté, Nestlé nous dit aujourd'hui « Ah, moi je vais réduire de 200 000 m3 les prélèvements dans la nappe des GTI », mais dans le même temps, ils ont obtenu 300 000 de plus de la part du préfet dans la nappe des Muschelkalk, au détriment des possibilités qu'offre cette nappe pour les populations locales. C'est quand même déjà 300 000 qui pourraient être affectés à Vittel-Contrex. Alors on se rend compte que c'est quand même une mainmise, quelque part, avec la bénédiction des autorités sur les ressources locales et finalement aux populations locales de se débrouiller pour avoir de l'eau qui vient d'ailleurs. On est dans une forme d'économie tiers-mondiste. Oui, on voit ce qui se passe sur Vittel-Contrex, bien sûr c'est fait de manière plus feutrée, plus douce, mais la philosophie est la même que celle qu'on constate aux États-Unis, au Canada, au Pakistan, en Afrique, de la part de Nestlé, de s'accaparer les ressources. Mais le président lui-même de Nestlé ne s'en cache pas. L'objectif, c'est de privatiser l'eau. Alors, le plus grave dans cette affaire, c'est quand nous, associations, on dit que la première des priorités, c'est l'approvisionnement en eau des populations locales, des ressources qu'on estime être le bien commun. On nous répond, ça c'est de l'idéologie que vous faites. Par contre, quand Nestlé dit que l'eau est un bien marchand comme les autres, ça c'est de la bonne économie. Quels sont les moyens, là encore, Jean-François Fleck, d'une association comme Vosges Nature Environnement, que je rappelle vous présidez, face à des géants comme Nestlé? Nos moyens, ils sont à notre mesure, c'est-à-dire que nous participons à un collectif de réflexion qui s'appelle la Commission locale de l'eau. Nous mettons sur la table un certain nombre d'informations qu'ignoraient l'ensemble des partenaires. À partir de là, il leur est plus difficile d'imposer des solutions qui, à l'examen, se révèlent quand même assez scandaleuses. Et ils sont dans une situation
un peu plus difficile. Vous êtes le grain de sable. On est le grain de sable. À cela s'ajoute bien sûr une démarche d'information par les différents médias comme le vôtre, et nous vous remercions de cet entretien. Je pense que d'autres médias plus importants vont prendre le relais. Et dès lors que la situation devient trop scandaleuse, bien évidemment, elle ne peut pas se réaliser. Mais ça, on n'en est pas là encore. Là aussi, même question tout à l'heure pour la rivière la Cleurie, Jean-François Fleck, est-ce que les populations locales sont suffisamment informées, averties de la situation? Parce qu'après tout, vous parliez de droit, de biens communs, c'est bien leur bien commun à eux. Oui, mais on est dans un tel contexte de difficulté économique que beaucoup de familles sont liées à l'emploi Nestlé. Et les populations locales n'ont pas envie de prendre le risque à travers des solutions qui réduiraient un petit peu la marge de Nestlé et qui se traduiraient, c'est leur crainte, traduiraient selon eux par des suppressions d'emplois. Mais on est aussi quelque part dans une vision un peu court-termiste finalement. Quand on parle de développement durable, Jean-François Fleck, on oublie toujours la dimension du temps. Ça me fait penser aussi à la réaction de nos concitoyens face par exemple au surcoût que représente la consommation de l'agriculture biologique, de produits biologiques, mais aussi l'utilisation de matériaux biosourcés par exemple dans la construction. Évidemment, ça a un petit surcoût au départ, mais dans le temps et sur le temps, on s'aperçoit que c'est économiquement beaucoup plus intéressant. On est finalement un peu dans la même logique de pression économique tout à très à fait, court terme. vous avez raison, parce que je comprends que la préoccupation des populations, c'est la défense de l'emploi dans le court terme. Simplement, le message que nous, on aura du mal à faire passer, c'est de dire que ce n'est pas Nestlé qui sera le pourvoyeur d'emploi de demain, ce sera l'attractivité d'un territoire avec sa qualité, que ce soit paysagère, de ressources en eau et des produits produits et transformés sur le territoire. Et justement, nous, on considère que l'alternative qu'on proposerait d'avoir recours au calcaire du Muschelkalk qui est sous les pieds de Vittel-Contrex pourrait s'inscrire dans un projet de territoire d'excellence à travers la protection de cette ressource qui, elle, est vulnérable à travers l'agriculture. Donc, avec une démarche de protection vraiment très forte de la ressource, avec la création de filières de qualité autour des produits bio qu'on pourrait produire dans ce secteur. Et là, on aurait une dynamique qui soit une dynamique d'avenir et créatrice d'emplois. Mais finalement, Jean-François Fleck, ce que vous proposez avec à Vosges Nature Environnement, c'est tout simplement, précisément, de l'économie. C'est une saine gestion d'une ressource naturelle. Tout à fait, qui s'inscrit dans une démarche de moyen et long terme, avec comme dénominateur le bien commun, le bien public, et non pas les intérêts particuliers. On pourrait faire d'ailleurs aussi le parallèle avec finalement la pêche industrielle, où à force de taper dans le capital poisson, eh bien, il n'y aura plus de poissons du tout, au lieu de gérer les stocks. Comment est entendue cette approche, Jean-François Fleck, auprès précisément, alors non seulement de la population, mais aussi des élus? Parce que c'est après tout une proposition et une démarche, une réflexion de bon sens. Les élus commencent à se poser des questions, parce qu'ils ont été, dans cette affaire, manipulés, je pense, on a distillé le message comme quoi la ressource Muschelkalk, elle était réservée, propriété presque, un monopole d'exploitation Nestlé. Or, ce n'est pas le cas. Et là, ils se disent, mais alors, pourquoi nous, est-ce qu'on ne pourrait pas demander aussi des forages dans cette nappe? Et dès lors que les solutions envisagées auront un coût inévitable sur le prix du mètre cube, peut-être que là, il va y avoir une réaction en disant, attendez, on pourrait peut-être étudier quand même de manière plus approfondie une solution alternative. Peut-être qu'une des solutions aussi, Jean-François Fleck, c'est finalement de consommer de l'eau du robinet et puis peut-être de cesser de boire des eaux minérales. Absolument. Et dans cette affaire, que ce soit pour ce captage GTI en particulier ou pour les autres captages qu'on pourrait évoquer, nous, on estime que la politique trop laxiste des services publics, et notamment de l'Agence régionale de santé, dont la vocation première, c'est la santé publique, fait que aujourd'hui, le consommateur a de moins en moins confiance dans l'eau du robinet, qui contient des pesticides, des traces de pesticides, des nitrates en excès, qui a un mauvais goût à cause du chlore, et se tourne vers l'eau minérale. Et donc la boucle est bouclée. Alors, évidemment, cette question de la quantité d'eau disponible que vous évoquez, Jean-François Fleck, avec la problématique de l'entreprise Nestlé, vient se doubler d'un problème aussi de qualité de l'eau.
Alors, la qualité de l'eau dans les captages, c'est un combat de Vosges Nature Environnement aussi, parce que moi, je fais partie du CODERS, donc un comité départemental qui examine les projets d'arrêté pour les protections de captage, avec la définition des périmètres, immédiats, rapprochés, éloignés. Et dans ces périmètres, l'arrêté, sur proposition de l'ARS, Agence régionale de santé, impose des prescriptions par rapport aux activités déployées pour protéger la nappe. Or, dans des périmètres somme toute relativement... Voilà, l'immédiat, c'est quelques centaines de mètres, c'est pas beaucoup. Le rapproché est beaucoup plus étendu, ça c'est l'hydrogéologue qui le définit. Et qu'est-ce qu'on constate là où l'hydrogéologue écrit noir sur blanc que la ressource est très vulnérable, que le sol est perméable, que l'eau passe rapidement dans la nappe dans laquelle on puise, eh bien on continue à utiliser les pesticides, à autoriser les pesticides dans l'agriculture déployée sur ces zones. Est-ce qu'on peut imaginer, Jean-François Fleck, que la prise de conscience de nos concitoyens, précisément des questions environnementales, alors on sait bien qu'ils ont une sensibilité sur la nature, mais bon, aujourd'hui la majorité de la population est urbaine, pour elle l'effondrement de la biodiversité, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, la raréfaction de l'eau en quantité et la dégradation de la qualité peut-être les réveiller. Je pense qu'il y a une préoccupation de plus en plus grande dans les populations locales quant à la qualité de l'alimentation au sens large, y compris l'eau, et quant à la problématique de la ressource en eau, dont on constate les effets du changement climatique, y compris jusque chez nous, bien sûr, à cause, par le développement des événements extrêmes, la sécheresse qui a duré, et puis maintenant les inondations. Là, les gens commencent à prendre conscience que le réchauffement climatique, c'est pas quelque chose, en Afrique, quelque chose qui arrivera ou qui ne concernera que les pays sahariens ou subsahariens, mais que c'est une réalité globale et que notre ressource en eau, notre activité agricole, notre vie au quotidien va être affectée. Et on constate que la prise de conscience progresse, mais elle n'est encore pas suffisante pour exercer un contrepoids par rapport aux décisions qui vont toujours dans le même sens, malheureusement. Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les 8 secondes, c'est scénaire des profits immondes. Chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui, la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de piastre au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Secondes, un nouveau cancer qui nous ronge, eau qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient, payent des pinottes pour le produit et comme ils sont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis, ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Jean-François Fleck, vous êtes le président de Vosges Nature Environnement. Quand on voit le travail aujourd'hui, l'implication que représente la protection de l'environnement ici dans les Vosges, c'est
quasiment un travail à temps plein, non, cette fonction, j'allais dire, ce métier de président. Le métier de président et de militant qui s'implique dans les dossiers et qui, grâce à la retraite, a un petit peu de temps à y consacrer. Et on constate aujourd'hui que soit il faut des salariés pour travailler les dossiers dans des associations, ou alors des gens disponibles presque à plein temps que sont les retraités. Et professionnellement, quelle était votre activité ? Avant, j'enseignais l'éducation physique. Mais j'étais déjà militant depuis 20 ans. Est-ce que ça veut dire, Jean-François Fleck, que pour être militant actif dans une association telle que Vosges Nature Environnement, il faut être ou salarié de cette même association, ou président en retraite, ou fonctionnaire ? Non, c'est-à-dire que le statut d'enseignant m'a permis d'avoir une certaine ouverture et de consacrer un peu de temps en tant que militant à côté de mon métier. Et après, j'ai poursuivi, bien sûr, en tant que retraité. Mais dans l'association, il n'y a pas que des fonctionnaires et des enseignants. J'imagine. Alors précisément, quelle est l'histoire de Vosges Nature Environnement, Jean-François Fleck ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente ? J'allais dire, comme le disait le grand Charles de Gaulle, combien de divisions ? Alors, d'adhérents directs, nous sommes à peu près 70 à 80 adhérents, plus de nombreux sympathisants. Mais il faut savoir que nous sommes association agréée au titre de la protection de l'environnement dans les Vosges, avec 2 autres associations, Oiseaux Nature et la SVPP. Et on travaille de concert, les 3 associations, ce qui représente quand même un potentiel d'adhérents bien plus important, sur les gros dossiers. Le SAGE GTI dont on vient de parler, Oiseaux Nature, y est présent. La SVPP aussi. La Cleurie et la pollution de la Cleurie par les pesticides également. Néanmoins, Jean-François Fleck, même si on additionne les adhérents, peut-être les sympathisants de ces 3 associations que vous venez de citer, on est quand même très loin du potentiel de la population. On ne pourrait pas imaginer, mais est-ce que ce n'est pas une tradition française finalement de ne pas être très militant? Quand on compare aux associations anglo-saxonnes, notamment en Angleterre, notamment sur les questions des oiseaux, qui rassemblent des millions de personnes. Je sais qu'en France, par exemple, on peut citer la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, plus grosse association française qui ne pèse que 50 000 adhérents. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit d'adhésion de la part des populations à des combats que vous menez? Certainement. Je pense que, et notamment dans les Vosges, si on compare en restant en France avec l'Alsace toute proche, il y a un potentiel de militants beaucoup plus important en Alsace. Culturellement, la protection de l'environnement, la nature, font partie davantage des préoccupations des gens que chez nous. Est-ce que ça peut changer, ça? Est-ce que vous avez l'intention aussi, vous, est-ce que c'est dans votre stratégie, que d'amener les gens, pas forcément à retrousser leurs manches, mais tout simplement à payer leurs cotisations de façon à augmenter le nombre d'adhérents? Alors, le nombre d'adhérents, il n'est pas facile à augmenter parce que pour les gens, ça demande un effort. Mais ce qu'on constate à travers les différentes conférences qu'on peut faire, les différentes interventions, les différents dossiers, on constate quand même qu'il y a de plus en plus de monde qui est sensibilisé. Et ça, pour nous, c'est important parce que notre message, c'est d'essayer d'induire des changements de pratiques, de comportement. Et on l'a constaté à travers tous les films, style Demain ou autres, Nos enfants nous accuseront. Actuellement, c'est 100% zéro phyto, 100% bio. Donc là, à chaque fois, il y a beaucoup de monde. Alors, on ne peut pas dire que c'est toujours la même personne qui se... Non, il y a vraiment une prise de conscience. Un renouvellement et une sensibilisation. Comment ça vous est venu, cette préoccupation? Ce n'est pas votre métier, on le rappelle, Jean-François Fleck. Comment ça vous est venu, cette préoccupation de l'environnement? Alors, ça remonte en 1992, date à laquelle, avec des amis, on s'est impliqué dans les élections régionales, avec la formation d'une liste dans le cadre de Génération Écologie. Oui, alors ça, c'est la traduction. Ça, c'est la traduction politique. Mais avant cela, oui, cette sensibilité à l'environnement. C'est cet engagement politique qui nous a amené à nous intéresser aux dossiers environnementaux vosgiens et qui nous a amené à créer, à l'époque, Génération Écologie Vosges. On s'est détaché, bien sûr, de l'aspect politique. Et en 1995, on s'est transformé en mouvement associatif uniquement avec Vosges Écologie, qui est la même chose que Vosges Nature Environnement, parce que Vosges Nature Environnement, on a changé le nom en 2013, justement pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté à travers le nom pour
un rapprochement avec la politique. Pour autant, je repose ma question, Jean-François Fleck, qu'est-ce qui fait votre sensibilité initiale, avant cet engagement politique, à l'environnement et à la nature peut-être en général? Peut-être dans le cadre de ma formation au CREPS de Strasbourg, nous avons été amenés à visiter des stations d'épuration, donc l'assainissement, et ensuite un exemple sur le terrain de la Petite Pierre, dans le parc des Vosges du Nord, pour montrer les méfaits de la monoculture de l'épicéa. C'était une prise de conscience importante avec une conférence sur les écosystèmes et l'interdépendance des espèces et des êtres vivants, chose que je découvrais malgré ma formation au lycée. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Jean-François Fleck, quand on est comme vous, président de l'association Vosges Nature Environnement, c'est évidemment dans les Vosges. Alors, on vous a entendu plutôt coup de gueule. Est-ce qu'on peut imaginer un coup de cœur? Mais c'est au choix. Ce sera les deux, à savoir, je ne sais pas si vous avez certainement entendu l'appel de 15 000 scientifiques dans le monde il n'y a pas longtemps, enfin, plutôt l'alerte lancée par ces scientifiques, qui est le rappel d'une première alerte de 1992 et qui nous dit, mais depuis 1992, vous avez continué sur la même lancée, la population mondiale s'accroît et on a toujours la même politique d'extractivisme, d'épuisement des ressources, de production de déchets, etc. Et il est clair que ce mode de vie, de production, de consommation ne peut plus durer parce que la planète ne va pas le supporter. Et la planète, si, mais pas les humains qui vivent dessus. Ah bah oui, je veux dire, les ressources de la planète ne suffiront plus pour la population, si bien que effectivement c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu, donc c'est pas rien. C'est l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Et aujourd'hui, on est dans une situation que moi je qualifie à l'examen de ces alertes d'urgence, situation d'urgence, où il faut agir non seulement par rapport au climat, mais par rapport à... parce que cette affection du climat, c'est la même origine, hein, c'est le mode production-consommation, mais il faut vraiment envisager d'autres modes de vie, d'autres modes de production-consommation. Et la mobilisation citoyenne doit vraiment se développer pour faire prendre les bonnes décisions de rupture à nos décideurs. Mais c'est un changement complet de paradigme quelque part. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de développement durable, de peinture verte sur des murs qui s'écroulent. Ce que vous dites, Jean-François Fleck, me fait aussi penser à ce pauvre gars qui est en train de tomber d'un immeuble de 50 étages et qui, à chaque étage, dit « pour l'instant, tout va bien, pour l'instant, tout va bien ». On alerte évidemment beaucoup nos concitoyens sur la situation d'urgence, vous venez de le faire, mais allons plus loin. Imaginons une seconde que rien ne se passe, que la chute continue. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait se produire à court terme, peut-être? Alors, oui, soyons dans la dramaturgie. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Notre problème dans le message qu'on essaye de faire passer, c'est que si on veut regarder la situation réelle en face, on est tout de suite taxé de catastrophiste. On fait du catastrophisme, alors qu'on essaye simplement de prendre un peu de recul et d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe. Et cette alerte des 15 000 scientifiques, elle ne fait que reprendre l'alerte du Club de Rome qui date Mais allons au bout. Si cette alerte des 15 000 scientifiques n'est pas entendue, il va se passer quoi? C'est ce que dit le Club de Rome, qui a révisé son rapport il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, en 2012, enfin 4-5 ans, à savoir que nous allons tout droit vers un effondrement généralisé de la démographie et de l'économie, et l'échéance 2030. Ce n'est pas 2050, 2100, comme on parle pour le climat, 2030. Et aujourd'hui, je crois que de plus en plus de responsables prennent conscience qu'on se dirige tout droit vers le chaos si on n'a pas la sagesse de dire « Ah, on marque un temps de recul ». Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-François Fleck, que les dernières élections, à la fois législatives et présidentielles, sont un signal de cette prise de conscience ou pas? Non, les dernières élections, elles montrent que il y avait un besoin de changement, de rajeunissement de personnel politique, mais sur le fond, le programme il n'a pas changé. Et quand on entend tous les jours à la radio de la part des journalistes et des politiques qu'on va augmenter d'un demi-point de croissance, ça va être bon pour l'emploi, etc., on n'a que le mot croissance à la bouche, alors qu'il faut
sortir justement de cette fuite en avant. Et pourquoi les écologistes politiques n'ont pas réussi précisément à imposer, ou en tout cas à convaincre nos concitoyens de la nécessité de soutenir d'une part leur parti et de prendre cette direction-là? Je pense qu'il y a plusieurs causes à cela. Moi, j'ai fait partie, il y a quelques années, de la part d'un mouvement d'élus engagés dans l'écologie. Mais notre système en France de représentation non proportionnelle fait qu'on n'a pas la même force qu'on pourrait avoir s'il y avait une véritable représentation des militants de cette cause. Et d'autre part, qu'on est coincé dans des systèmes de partis où on fait partie de majorité, mais où on doit rentrer dans le cadre, dans le moule. Et il est extrêmement difficile de l'intérieur de faire bouger. C'est pour ça qu'on se reconcentre sur l'action citoyenne et associative, parce qu'on a beaucoup plus de liberté pour s'exprimer, pour faire passer les messages, et créer peut-être les rapports de force qui contraindront les élus à réorienter leur politique. Merci Jean-François Fleck. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de Vosges Nature Environnement. Pour en savoir plus et pourquoi pas adhérer à l'association, rendez-vous sur www.vne88.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre C'est de l'eau par les Enfants Fantastiques, paru sur l'album 3 Vive l'eau vive, une chanson écrite par Monsieur No avec les élèves de l'ensemble des classes de cycle 3 des écoles élémentaires de la ville d'Achères, dans les Yvelines, sortie en 2008. L'Empire de papier par le groupe HK et les Saltimbanques, paru sur l'album éponyme sorti en 2017 avec un clip vidéo signé Greenpeace. Et enfin 8 secondes par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album En concert aux Zénith de Paris sorti en 2010. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.